La campagne de déclaration de revenus est ouverte et vous pouvez donc jusqu'au 22 mai ou au 5 juin en fonction du département dans lequel vous résidez, déclarer vos revenus sur l'année 2024. Quels sont les détails à ne pas oublier? Quels sont les points d'attention à avoir en tête? Nous faisons le point avec Sébastien Delattre. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Si je vous demande là de but en blanc, que faut-il bien avoir en tête avant de commencer à remplir sa déclaration de revenus? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Il y a beaucoup de choses à voir. Donc on ne parle pas du tout des réductions d'impôts, crédits d'impôts, on parle bien de la déclaration de revenus à remplir. Et elle est souvent considérée comme longue, fastidieuse. Et pourtant, il faut être très précis. Bien sûr. Bien la lire, bien remplir toutes les cases qui nous concernent. Parce qu'il y a beaucoup de petites choses intéressantes qui peuvent permettre de payer moins d'impôts quand on les remplit bien. Par exemple, sur la situation familiale, bien remplir sa situation exacte, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Il y a des choses qui sont connues, par exemple, une demi-part supplémentaire quand on est parent isolé. Mais il y a d'autres situations beaucoup moins connues. Par exemple, si on est veuf avec enfant, on va pouvoir conserver le même nombre de parts que si on était marié. D'accord. Si on a élevé seul ses enfants pendant un minimum de 5 ans, on va pouvoir avoir une demi-part parent isolé en cochant la bonne case, la case T, à vie. Bon, en tout cas, tant que la loi fiscale n'aura pas changé. Oui. Donc il y a beaucoup de petits détails. Ou encore les frais de scolarité, bien déclarer ses enfants et leur niveau scolaire, puisqu'il y a des frais de scolarité de 61 € pour un enfant au collège, 153 pour un enfant au lycée, 183 en études supérieures, mais il faut les déclarer dans sa déclaration de revenus. Donc le conseil le plus important, c'est le détail. Bien lire sa déclaration de revenus et bien déclarer sa situation exacte. Quand on touche un salaire tous les mois, est-ce que, tous les mois d'ailleurs, ou quand on touche un salaire tout court, est-ce qu'il y a des subtilités à connaître? Oui. Sur les salaires, on va parler de deux choses, on n'a pas le temps de tout détailler, mais deux choses qui me semblent intéressantes. La première, c'est que certains revenus ne se déclarent pas. On le sait, par exemple, pour les allocations familiales, la CAF, etc., ça ne se déclare pas. Mais il y a d'autres revenus, notamment par rapport aux enfants. Les enfants qui nous sont rattachés, étudiants, les jobs étudiants vont bénéficier de 3 SMIC mensuels qui vont être exonérés. Donc ce n'est pas un abattement, ce sont des revenus qu'il ne faut pas déclarer. On ne déclare que ce qui dépasse ces 3 SMIC mensuels. De la même façon, si on est apprenti, ce n'est pas 3 SMIC mensuels, c'est un SMIC annuel. C'est plus de 21 000 €. Quand vous dites 3 SMIC mensuels, c'est 3 fois le SMIC mensuel sur un an. Tout à fait, sur l'année civile, ce qui fait exactement 5 318 € pour la déclaration de cette année. Donc il y a ces jobs étudiants, il y a les stages également, ou les apprentis? Oui, pour tous les apprentis, donc contrat longue durée d'un an, là c'est un SMIC annuel, 21 000 €. Et ensuite, il y a des petits détails. Par exemple, si on fait ça dans le salaire et qu'on déclare ses frais professionnels aux frais réels, les plus gros frais sont les indemnités kilométriques, donc il y a un barème d'indemnités kilométriques. Mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il y a d'autres petits frais complémentaires liés à la voiture qu'on va pouvoir déduire. Les frais de parking, si on n'a pas de place de parking mis à disposition par son employeur. Les frais de péage, s'il y a un péage entre son domicile et son lieu de travail. Encore plus spécifique, les intérêts du préconso ayant permis l'acquisition de la voiture sont fiscalement déductibles aux frais réels. Si c'est un usage professionnel. Pour un usage professionnel. D'ailleurs, il faudra, si on l'utilise, s'il y a un usage mixte, il faudra faire un prorata du nombre de kilomètres pro et perso pour les déduire. Si on regarde les revenus immobiliers, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Oui, là aussi, il y a des choses à savoir, qu'on soit sur la location meublée ou qu'on soit sur les revenus fonciers. Sur la location meublée, par exemple, premier point de détail, ça peut sembler idiot dit comme ça, mais c'est les déclarer dans la bonne case. J'ai beaucoup de clients, j'ai rencontré quelques clients qui faisaient des revenus location meublée, parce qu'ils savaient que c'était fiscalement plus intéressant, mais qui les déclaraient en revenus fonciers, donc ils n'en bénéficiaient pas. J'ai même des clients où c'était 100 000 € de revenus location meublée qui étaient déclarés en revenus fonciers, et j'aurais fait un petit calcul, c'est 35 000 € d'impôts et de prélèvements sociaux en moins en les déclarant dans la bonne case. Rapidement, sur les revenus immobiliers, est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir en tête? Sur les revenus fonciers, cette fois, quand on fait au régime réel notre 2044, on va avoir tout plein de choses qui sont indiquées dans la 2044, mais sur les intérêts d'emprunt, on a plusieurs choses qui ne sont pas indiquées. Les intérêts d'emprunt, c'est les intérêts du prêt, l'assurance du prêt, les frais de dossier, les frais de garantie, les frais de courtage si on est passé par un courtier, et même les frais bancaires de tenue de compte.
Merci beaucoup Sébastien Delattre, on ne le dira jamais assez, il faut effectivement prendre le temps de tout vérifier et bien remplir ligne par ligne. Je rappelle que vous êtes associé chez Ambre Patrimoine, merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.